il y a des injonctions qui sont faites aux femmes, que les femmes étaient en train de mettre en avant, étaient en train de dénoncer, mais il y a aussi énormément d'injonctions qui sont faites aux hommes et il y a beaucoup d'hommes qui s'y retrouvent pas dedans. Et donc je me suis dit: «Bon OK, on va commencer à montrer d'autres rôles modèles, montrer, sur YouTube, d'autres types de masculinité, des mecs qui s'y retrouvent pas forcément». Et en fait, je me suis rendu compte à quel point ça a ouvert la parole et qu'il y a plein de mecs, parce que justement dans les injonctions, il y a aussi taire ses émotions et surtout ne pas trop en parler. Donc en fait, chacun est un peu seul dans sa tête et personne n'en parle. Et dès que tu commences à ouvrir la parole, tout le monde te dit: «Ah mais moi aussi j'ai vécu ça, oh, je croyais que j'étais tout seul dans ce cas-là». Et en fait, on se rend compte que c'est comme ça qu'on arrive à faire bouger les choses. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Aujourd'hui, je reçois Ben Nevers. Vous le connaissez sans doute, c'est un des plus influents youtubeurs français. Dans son livre « Je ne suis pas viril », il expose avec beaucoup de sincérité ce que ça veut dire qu'être hypersensible. Alors évidemment, ça m'a énormément touché, j'ai trouvé ça très, très beau. Et puis, il arrive à déconstruire comment se met en œuvre la virilité, la masculinité avec des carcans dont il est urgent de se libérer. C'est passionnant de voir aussi comment il témoigne d'une nouvelle génération qui veut essayer d'inventer autrement sa propre vie. Et j'ai une demande à vous faire, que j'ai découvert. Si vous voulez que cette vidéo soit vue, surtout c'est important, vous savez, il y a un petit pouce bleu, mettez le petit pouce bleu, mettez des commentaires. Plus vous mettez de commentaires, plus vous mettez de pouces bleus, plus ça va faire connaître ma chaîne et ce que j'essaye de faire. Merci, je compte sur vous. Peut-être Ben, si tu veux dire un peu qui tu es, te présenter en quelques secondes. Ouais, je m'appelle Ben Nevers, j'ai 30 ans cette année. Waouh. Ouais, on y est, on y est. Et je suis youtubeur. J'ai pas trop de problème à dire, youtubeur. Je sais qu'il y en a qui préfèrent dire créateur de contenu et cetera, influenceur, on peut dire influenceur aussi. Et je produis et j'anime des émissions. Je pense 6 ou 7 émissions différentes, avec des concepts différents, beaucoup en table ronde. Ce qui rejoint toutes ces émissions-là, c'est, la curiosité de vie envers, les autres. Donc on aborde plein de thématiques de vie, qui pourraient être un peu du développement personnel, qui était un peu, moi, ma base en fait, où je m'intéressais énormément à ça. Et je m'étais dit: «Mais c'est bizarre parce qu'on a l'impression que c'est pas, on a un peu l'impression que c'est pas accessible à tous». Donc je m'étais dit: «On va arriver par une, porte d'entrée du divertissement et on va insérer comme ça du développement perso à l'intérieur». Et là, ça fait 4 ans que je fais ça. Moi, ce qui m'a beaucoup touché en lisant ton livre, c'est de voir une nouvelle génération qui s'intéresse au développement personnel. Voilà, moi, c'est des questions qui m'ont intéressé il y a 30 ans, qui étaient des questions dont on parlait peu, qui semblaient un peu bizarres. Il y a encore aujourd'hui, dans les gens de ma génération, une sorte de résistance et aussi une difficulté de faire des différences, des distinctions. Parce que dans le développement personnel, c'est comme tout, hein. Il y a le meilleur comme il y a le pire. Et on sent que tu es assez à l'aise avec ça, que tu as un discernement, que c'est pas quelque chose d'étrange. Non, parce que je pense que je l'ai testé un peu au service de tout. C'est-à-dire moi, j'ai beaucoup bossé aussi en agence de com, et j'ai utilisé le dev perso aussi dans les branches de productivité. Donc voilà, ce truc du Miracle Morning, je l'ai fait pendant plusieurs mois, ce truc de voilà, les méthodes Pomodoro, j'ai vraiment tout testé et je suis un peu extrême dans tout ce que je fais. J'ai des problèmes d'addiction à tout dans la vie et donc du coup, j'ai tout fait de manière assez extrême pour, finalement revenir à un équilibre un peu sain au final. Et voir ce qui était parlant Exactement, pour toi. Au fond, c'est ça exactement, qu'on sent. ouais. Alors, J'essaye en tout cas. il y a plusieurs axes dans ton livre. Je ne suis pas viril. Il y a l'axe de l'hypersensibilité Mmh. et il y a une analyse assez fine et assez émouvante sur la domination masculine et les ravages que ça entraîne, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Ouais. Donc on va parler un peu de ces deux thèmes. Alors, évidemment, le premier me touche tout particulièrement parce que l'hypersensibilité, j'ai vécu beaucoup de choses que tu décris dans ton livre et je me suis beaucoup engagé à essayer de montrer que ce n'est pas ce qu'on croit. Peut-être on peut parler de comment tu as découvert que tu étais hypersensible. Ouais. Il y a une anecdote spécifique que je raconte d'ailleurs dans le livre qui pour moi et je pense le moment, pas où je l'ai verbalisé parce que j'étais trop jeune, mais le moment où j'ai compris,
Et c'est une anecdote vraiment qui peut paraître hyper banale hein, pour plein de gens, mais comme beaucoup d'événements, et c'est ce qu'on développe après dans l'hypersensibilité, souvent c'est le t'en fais trop et que on a l'impression de surréagir. Euh, et moi, c'était primaire, avec tout simplement un enfant qui fait tomber des gâteaux par terre. Et moi, ça me met dans une profonde tristesse. Je me mets à pleurer. Vraiment, j'avais l'impression que c'était moi, ça m'était arrivé à moi en fait. Et j'étais presque plus malheureux que cette petite fille, en tout cas de manière, en extériorisant les choses. C'était assez sereine. Elle a ramassé ses gâteaux, elle a soufflé dessus, elle les a re-rangés. Et moi, ça m'a mis dans une tristesse énorme. Et c'est là, je pense que j'ai compris que j'avais 6 ans. C'est là que j'ai compris que je prenais les énergies et les émotions de manière assez différente. C'est dingue d'avoir vu comme ça. Moi, j'essayais de me souvenir si enfant, il y avait un moment, je n'ai pas trouvé. Ok. T'as pas un déclencheur Non. Je sens toujours que je me sens en décalage profond. Et ça, je sens enfin, tous les traits d'hypersensibilité, mais je n'ai pas réussi à trouver comme ça un moment clé. Et à quel moment tu as compris que tu l'étais? Ça s'est fait 2, 3 ans après, en allant voir un psy. Où là, Qui a dit que tu étais hypersensible? ouais. En tout cas, le terme hypersensible, j'ai l'impression qu'à cette époque-là, il était moins à la mode, C'est clair. où du coup, on parlait plutôt de haut potentiel, surdoué. C'était même avant qu'on parle de zèbre, etc. J'ai vu qu'après, il y a eu plein de mouvements différents où chacun, mais au final, on parle de la même chose. Euh, et là, c'était, si je te dis le terme exact, ça devait être euh, c'était un test de QI, et donc il y avait un QI plus élevé que la moyenne, et donc c'était surdoué à tendance empathique. C'était un truc comme ça, Ah, qui s'est transformé derrière, on allait voir des psys dans l'adolescence en hypersensible. c'est génial. Évidemment, parce que moi, quand j'étais jeune, ça n'existait pas. Ouais. Donc, il y avait une sorte d'étrangeté euh, totale. Même si dans ton livre, tu montres que c'est pas lié au QI, moi, je trouve aussi que c'est important de distinguer, Ouais, bien sûr. de montrer que l'hypersensibilité, et puis que le QI mesure pas grand-chose, au fond. Ouais. Ça n'a aucun sens. Ça n'a Non, aucun sens, le QI. Et puis en plus, on parlait de surdoué à l'époque, et je trouve que le terme surdoué, c'est il est, atroce. il est horrible pour tout le monde d'ailleurs, parce que autant pour les gamins, C'est on bien leur si fait tu peux croire. dire ça, parce que je le dis tout le temps, moi, de mon point de vue, mais c'est bien de. Ça devait être très angoissant qu'on te dise que tu es surdoué. Ça n'a pas du tout dû te faire plaisir. Non, parce qu'en fait, il veut rien dire. En fait, tu arrives avec un problème, on dit c'est parce que tu es meilleur. Et donc, en fait, c'est ça qui est pas bon. Et je pense que c'est bien d'ailleurs qu'on ait fait évoluer le terme surdoué parce que ça hiérarchise, alors que ça n'a aucun sens. Pour moi, on n'est pas au-dessus, on est à côté. Et donc, de remettre ça de manière assez horizontale, je pense que c'est plus juste. C'est pour ça Euh, que je suis assez opposé, moi, à la notion aujourd'hui de haut potentiel. ouais, Parce que pareil, je parce que trouve ça que hiérarchise. ça hiérarchise et que quand on est hypersensible, on a juste envie d'être un peu moins hiérarchisé, Ouais. d'être un peu moins mis à l'écart. Et en plus, cette idée de hiérarchie, qu'il y a des gens qui sont hauts, puis il y en a qui seraient bas, Mhm. je trouve que c'est hyper Puis ça veut rien angoissant. dire, haut potentiel. On a tous un haut potentiel. Mais après, c'est ce qu'on en fait. Et c'est pour ça qu'on voit des gens qui peuvent être hypersensibles et qui le vivent très très mal et qui ça va handicaper dans la vie. Et d'autres, au contraire, qui vont en faire une force et qui vont arriver à exploiter ça. Mais à la base, en fait, on a tous ce potentiel-là d'en faire ce qu'on veut. Donc ça, c'est le premier point que je trouve libérateur, de voir un peu ce que c'est, de voir comment le comprendre nous aide. Un autre point que je trouve très, très parlant dans ton livre, c'est la mécompréhension d'identifier les hypersensibles aux douillets affectifs. Ah ça, j'ai trouvé ça très bien. Moi, c'est pour ça que quand on m'a parlé d'hypersensible la première fois, j'ai même pas voulu écouter. Je me suis dit, ah là là, ça va être encore le truc, la case, pauvre petite chose auquel je m'identifiais pas du tout. Et peut-être si tu peux dire un peu quelle est la différence pour toi entre un hypersensible et un douillet affectif. Bah, en fait, tu vois, l'hypersensibilité, je commence par ça d'ailleurs dans le livre. Enfin, il y a une petite partie d'introduction quand même sur mon enfance, etc. Mais l'hypersensibilité arrive assez vite. Et en fait, au début, je devais pas parler d'hypersensibilité parce que je m'étais dit, moi, c'est un livre sur la masculinité, on va axer là-dessus. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte à quel point l'hypersensibilité était en plein dans la masculinité. Parce que moi, c'est là que je me suis rendu compte aussi. Je parle de mon retard hormonal, je parle voilà, que physiquement, j'étais plus petit que tout le monde, etc., etc. On va peut-être en reparler.
Et pour moi, à la base, quand j'ai commencé à écrire le livre, il y avait ça qui était pleinement dans ce qu'on me faisait ressentir où je parle de harcèlement scolaire, etc. De t'es pas un vrai mec, tu te construis pas comme un vrai mec parce que t'es moins fort, t'es pas le grand guerrier protecteur. Et en fait, je me suis rendu compte que au-delà de cette partie purement physique, il y avait cet aspect moral qui était clairement l'hypersensibilité et qui me mettait en décalage total avec les autres hommes. Et donc, il y avait ce truc-là très tôt, hein, d'ailleurs, hein, qui était lié même, on le liait à l'orientation sexuelle. Donc très tôt, on se traitait de PD parce qu'il y en avait un qui était plus sensible, qui pleurait plus facilement, etc. Je pense qu'on ne savait pas exactement ce que ça voulait dire d'ailleurs. On avait, on répétait sûrement de ce qu'on avait entendu des grands. Et c'est là que je me suis rendu compte assez vite que l'hypersensibilité, elle était clairement liée à mon retard hormonal, les deux ensemble dans mon décalage avec les autres mecs. Et où très vite, je me suis rendu compte, je l'ai verbalisé comme ça beaucoup plus tard, évidemment, mais j'étais très vite en décalage dans ma construction de ce qu'allait être un homme avec ce combo, tu vois, cette fusion des deux. Et finalement, c'est beaucoup plus tard, vers mes 18-19 ans, que cette fusion des deux qui a été, en tout cas on me l'a dit, je l'ai cru moi-même, on me l'a fait croire que ça allait être ma plus grande faiblesse, qui est devenue ma force aujourd'hui et qui fait où j'en suis aujourd'hui, quoi. Tu dis ça, que je trouve très beau. L'hypersensibilité est un animal sauvage apprivoisé. Si tu prends la fuite, il pourra te poursuivre. Si tu apprends à le connaître, il marchera à tes côtés. Je crois que ça. Ouais, parce que en fait, moi, j'ai eu plein de conseils différents et il y avait aussi beaucoup de conseils qui t'expliquaient comment camoufler ton hypersensibilité pour mieux vivre avec. Un truc de protection. Et en fait, moi, Ça, c'est clair. Ça, c'est vraiment un point central. ouais. Ouais. Et en fait, moi, je me suis jamais trop retrouvé là-dedans et je me suis rendu compte que plus je fuyais cette hypersensibilité, plus elle me rattrapait, mais encore plus fort. Et je pense que c'est vrai sur plein de choses de la vie et c'est globalement vrai sur qui on est de manière globale, hein. Plus on essaie de fuir et de mettre sous le tapis toutes nos tares, tous les problèmes qu'on peut avoir et qui on est, plus ça nous rattrape et on se rend compte un jour, on rentre dans la chambre et le lit est à 2 mètres de haut et il y a un amas de poussière énorme et ça nous rattrape à un moment. Et moi, je voyais déjà des gens qui faisaient des crises de la quarantaine, cinquantaine, etc., sur des choses, en fait, qui travaillaient à mon âge, à 15 ans, quoi. Et donc, très tôt, je me suis dit, bon, bah, si je commence à travailler ça maintenant, à 15 ans, ça m'évitera peut-être à un moment, à 40 ans, de plus savoir qui je suis et que ça me rattrape complètement, quoi. Et ouais, et pour moi, cette image de l'animal sauvage, c'est un peu ça, quoi. Mais qui a un peu une inspiration du Petit Prince, tu vois, avec le renard, où il y a un truc là-dessus de se dire comment tu arrives à apprivoiser quelque chose où de prime abord on va te dire c'est impossible. Et en fait, quand tu arrives à l'apprivoiser, quand tu croises des gens qui ont apprivoisé leur petit animal de l'hypersensibilité, tu te rends compte à quel point ils en ont fait une force et un pouvoir, et que c'est des gens qui rayonnent énormément. Et ça a été, bon là je te dis ça évidemment, j'ai 30 ans, mais ça a été et c'est encore un travail de longue haleine, parce qu'il y a des périodes où j'ai l'impression que j'y arriverai jamais. Et autant aujourd'hui, si tu vois, si j'ai une émission avec France Télévisions, si aujourd'hui il y a 500 000 personnes qui me suivent sur les réseaux, etc., en faisant des interviews, c'est que je pense qu'il y a un truc, tu vois. C'est qu'il y a eu une sensibilité différente des autres. C'est clair. Et je pense que c'est important ce que tu dis. Moi, ça m'a aussi beaucoup perturbé quand on parlait d'hypersensibilité. L'idée qu'il faut se protéger, Mm. qu'il faut. Enfin, le principal conseil qu'il y a dans la plupart des livres sur l'hypersensibilité, c'est comment se protéger. Et moi, je pense que c'est pas du tout ça. Il faut plutôt apprivoiser. Est-ce que tu peux peut-être donner, toi, comment tu as fait pour apprivoiser ton hypersensibilité? Je sais pas, deux, trois trucs que tu as fait, que tu fais pour Alors j'ai t'aider. testé, j'ai testé plein de choses, hein. À 9 ans, je me suis mis au théâtre. Je pense que je vais te dire les choses positives parce que j'ai aussi testé des choses qui n'ont pas forcément marché. Et après coup, je ne sais pas si ça a marché ou pas. Je pense que dans tous les cas, il n'y a pas de bonne solution, mais il faut faire. Parce que le gros piège, mais qui est un gros piège en dehors de l'hypersensibilité dans sa vie de tous les jours, c'est de rêver un peu sa vie et on se rend compte 10 ans après qu'on a vécu plein de choses, mais juste dans la tête et que il s'est rien passé concrètement. Donc l'hypersensibilité, mais comme finalement, je discute avec beaucoup de gens qui sont introvertis aussi, et je me rends compte qu'on a un peu les mêmes types de tips, et c'est par le vécu, et c'est en testant des choses, plein de petites choses, qu'on arrive justement à s'habituer. En fait, c'est un espèce de muscle. Donc moi, très tôt, je me suis mis à faire de l'improvisation en théâtrale. Je partais de très loin, hein, et je crois que c'est un des premiers trucs qui m'a un peu sauvé.
d'aller vers les autres, de me rendre compte que j'étais capable de faire des choses, de faire rire les gens, voilà, d'être juste dans une bulle, dans un contexte où je pouvais m'autoriser à faire des choses. J'ai eu une énorme période, adolescente où j'ai essayé de taire mes émotions complètement, dans une période où c'est hyper compliqué parce que c'est la période où les émotions sont les plus fortes. Hormonalement, voilà, il se passe plein de choses et cetera. Donc je suis passé par des périodes très sombres que j'ai assez peu racontées dans le livre parce qu'il fallait aussi faire des choix, mais que j'ai déjà raconté un peu en vidéo avec des tentatives de suicide, avec des périodes très, 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 très sombres. Et je pense que c'était la période où j'ai le moins accepté mon hypersensibilité, parce que c'était aussi la période où j'essayais de plaire, beaucoup aux filles, parce que, bah, tout le monde sort avec des filles, tout le monde se met en couple et cetera. C'est l'époque des hormones, on commence à arriver vers la période, on sort de l'enfance, donc on sait qu'on va vers le fait d'être un homme, et donc c'est là aussi où c'est le plus compliqué d'accepter d'être plus petit que tout le monde, d'être plus maigre que tout le monde, de pleurer plus facilement, d'être plus sensible et cetera. Là où on nous vend un schéma qui est tout autre. Et donc ça a été la période la plus compliquée, et je crois que là où j'ai le plus, accepté mon hypersensibilité, c'est après. C'est, quand j'ai commencé à faire des études de communication, que j'ai commencé à bosser dans ce milieu-là, et où on m'a clairement dit, et d'ailleurs c'est une phrase que j'ai mis dans le livre, c'est, un de mes managers qui m'a dit: «Mais dans ce métier, tu t'en sortiras jamais parce qu'il faut être un requin et tu es trop faible en fait pour ce métier». Et je trouve que c'est ça qui m'a donné la plus grosse force en fait, de me rendre compte que je pouvais me blinder, je pouvais mettre un bouclier quand il fallait, notamment, quand il y a un trop plein d'énergie parce qu'on est un peu des éponges énergétiques. Je pense que tu vis ça aussi. Moi je prends très peu le métro par exemple à Paris, parce que quand je suis arrivé il y a 3 ans et demi à Paris, et j'étais en colère tous les jours à Paris. Et à un moment, j'ai cherché la source de ça, et je me suis rendu compte que c'était parce que je prenais le métro le matin et le soir, et que je prenais l'énergie de tout le monde, et c'est rarement des énergies positives, dans le métro. Et donc ça, par exemple, je l'ai coupé pendant un moment. Donc là, je me suis mis un petit bouclier là-dessus, et je me suis dit: «Bon, là, on évite ça, mais comment je peux créer dans ma vie d'autres moyens qui vont me faire éviter ces choses-là?» Donc j'ai beaucoup plus j'ai pris le vélo, j'ai commencé à marcher. Je marche énormément, je marche 15 kilomètres par jour dans Paris. J'adore ça, ça me fait du bien et cetera, et c'est ça qui m'a permis de reprendre un peu le métro, donc pour pas l'éviter, mais pour trouver un équilibre. Et je crois que c'est ça en fait, et il y a pas de ça, dans 10 ans, tu me demanderas comment je fais pour mon hypersensibilité, et je crois que ce sera un autre équilibre que ce que j'ai encore, que j'ai trouvé aujourd'hui, quoi, et chacun a le sien. Donc je crois qu'il y a très peu de culpabilisation à avoir déjà, de prime abord, parce que moi les premières fois que j'ai essayé de reprendre le métro, j'ai fait des crises d'angoisse énormes, j'ai dû sortir, la station d'après parce que j'y arrivais pas. Et je crois que le piège là-dedans, c'est de se culpabiliser et de commencer à penser qu'on est bizarre et qu'on n'y arrivera jamais. Et donc, il faut faire les choses étape par étape. Mais je crois que c'est ça le seul truc, hein, c'est de faire des choses chaque jour, de faire des petites choses. Et puis la compréhension de ce qu'on est. Complètement. Après, tu dis, voilà, tous les super pouvoirs des hypersensibles. Avoir du recul sur le monde. Je Ouais. te l'ai dit, et si tu veux les Ouais. commenter. Ça, c'est fou, hein. Ça, c'est. Tu vois, je lisais très peu. Je crois que j'ai lu Harry Potter quand j'étais gamin, et c'est tout. Et, et je crois que les premières choses qui m'ont donné du goût à la lecture, c'est des essais de Gandhi sur la communication non violente, les premières, et après végétarisme, et cetera. Et en fait, c'est là où je me suis dit: «Mais en fait, la lecture est folle parce qu'on peut prendre un recul énorme sur le monde et essayer de comprendre le monde à travers ça». Je te parle d'une époque où il y avait pas internet, il y avait pas tout ça, donc l'accès au savoir, il était un peu différent. Et en fait, j'ai eu le goût à ça, mais toute ma vie, et d'ailleurs, c'est pour ça que je lis très peu de fiction. J'aime bien, hein, je regarde des films fantastiques, j'aime bien tout ça, mais je crois que ce qui m'intéresse le plus, c'est les documentaires, c'est tout ce qui a accès à tout ce qui a attrait à la réalité, parce que ça te donne une autre vision du monde, et tu apprends des choses constamment. Et ça, j'avais l'impression que tout le monde était un peu comme moi, et je me suis rendu compte en grandissant que pas du tout, et que c'était une des choses qui m'intéressait moi et qui faisait mon identité. Comprendre les gens. Ouais. Ça pareil, j'ai mis longtemps à comprendre que l'empathie était inégale chez tout le monde, et que là où moi je pouvais avoir un trop plein, si j'arrivais à le réguler, ça allait être une force énorme, parce qu'en fait dans plein de milieux, dans plein de situations, c'est assez beau en fait d'arriver à comprendre les gens, d'arriver à comprendre leurs émotions, heu, C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. quand même, comprendre les gens. Mmh.
de ne pas être juste obsédé par soi. Quand on est hypersensible, on ne peut pas faire autrement qu'être Mm. intéressé par les gens, les sentir, avoir envie de les comprendre. Je trouve que c'est vraiment... Complètement. Et ce qui est intéressant, d'autant plus que j'ai appris derrière, c'est que je pouvais apporter ça dans des milieux qui étaient très peu empathiques. Donc j'ai ramené ça dans la communication marketing, j'ai ramené ça euh, aujourd'hui même dans le milieu des médias, hein. C'est quand même un milieu très concurrentiel, c'est un milieu où on ne te fait pas de cadeaux. euh, et je crois que j'ai réussi aujourd'hui, là, tu vois, au bout de 4 ans, à créer une team, à créer même une communauté, rassembler des gens qui se retrouvent dans ces valeurs-là, tu vois. Et je crois que je me suis pas perdu, je suis pas devenu un requin comme beaucoup estimaient qu'il fallait le devenir. Et pour autant, tu vois, j'ai ma boîte de production, je produis des Mais c'est émissions une chose complètement fausse. Être un requin pour réussir, c'est complètement faux. complètement. Mais il y a quand même des gens qui y arrivent, hein. Je sais pas à Ah, quel tu veux dire moment le quoi? karma. Non, mais oui, mais c'est pas nécessaire d'être un requin pour réussir. Il y a plein de gens qui réussissent sans devenir un Hmm. requin. C'est une idée, c'est quelque chose qu'on nous raconte, mais qui est pas du tout vrai. Mais je pense qu'il y a une importance des rôles modèles aussi. C'est-à-dire qu'on nous donne beaucoup de rôles modèles qui ont été des requins. Et je pense que c'est important d'avoir des rôles modèles différents. De gens empathiques, créatifs, Ouais, inventifs, il y en a plein. carrément. Donc ça, je pense, c'est très important de se libérer de cette croyance. Après, c'est important ce que tu dis, qu'on peut parfois mettre une carapace, Hmm. pas s'identifier, la mettre juste pour un moment. C'est pas parce qu'on n'est pas un requin qu'on peut pas mettre une carapace. C'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on peut pas mettre une carapace à un moment ou avoir un bouclier. Puis après, on le range. Carrément. Ça, je pense, c'est... Mais tu vois, regarde, si je prends un exemple, en politique par exemple, tu vois. Je n'ai aucun rôle modèle en politique de quelqu'un d'empathique. Ouais, mais la Et je politique, sais c'est peut-être le pas. pire, non? Ouais, bah là je Aujourd'hui, prends cet exemple exprès, tu vois, aujourd'hui, parce je que. pense que c'est... Mais si prenons pas... Mais dans d'autres mondes, on voit qu'au contraire. Oui, je pense que la politique, c'est malheureusement... Et je crois que tu es obligé de supprimer ton empathie pour réussir dans des milieux comme ça. Et c'est. Aujourd'hui, Ouais. aujourd'hui. Mais Ouais. j'espère que, tu vois, que bientôt on aura des rôles modèles en politique, parce que c'est quand même très important la politique, tu vois, et aujourd'hui on voit que moi j'ai 30 ans, je m'y intéresse beaucoup moins. Alexandra Ocasio-Cortez. Ok, Regarde, ouais, elle est absolument époustouflante. ok. Moi je rêve hein, qu'on atteigne Ah, des. elle est devenue très célèbre parce qu'un sénateur s'était moqué d'elle parce que pour gagner sa vie, elle avait dû faire des petits boulots et je sais plus ce qu'elle avait fait. Et elle avait fait une vidéo virale où elle dansait sur les toits en disant qu'elle n'en avait rien à foutre et Ok, qu'elle était. Et il y a une sorte de liberté et d'authenticité qui a complètement touché les gens. Ah non, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Qui en plus, elle est magnifique. Donc, mais c'est sûr que, ouais, mais il y a plein d'autres endroits où on voit des gens qu'on. Bah, la preuve, tu as un exemple pour d'autres jeunes de voir qu'on peut réussir en étant hypersensible. carrément. Donc je pense, et moi je pense que les livres, si mes livres ont eu un tel impact, c'est parce que je suis hypersensible et donc, comme tu dis, je comprends les gens. Hmm. Et que la plupart, et que c'est vrai pour l'instant, la crise politique, c'est comme il n'y a pas d'hypersensible en politique, on a le sentiment qu'ils parlent d'ailleurs, de, et c'est peut-être ça, non? Peut-être, j'ai l'impression que le dénominateur commun c'est le pouvoir et l'argent. Et j'aimerais bien qu'on voit plus d'hypersensibles, plus de gens bienveillants dans ces milieux-là. Et bon, j'en ai rencontré, hein, donc ça existe. Mais peut-être qu'après, il y a aussi, le problème est peut-être à l'envers, hein, c'est peut-être que les gens très empathes, très bienveillants, recherchent pas le pouvoir ni l'argent. Alors, il y a eu Donc des hommes politiques autrefois. Pierre Mendès France, ça devait être quelqu'un de très, ça devait être peut-être un hypersensible. Il y a eu des gens comme ça. Et quand on voit dans la résistance, il y avait des gens qui sont engagés, qui étaient ouais, hypersensibles. Donc, mais dans un contre-pouvoir, quoi. oui, ou des gens qui s'engagent, je pense que, ouais. Alors après, avoir une intuition hors pair. Ouais. Ça, j'ai eu un gros syndrome de l'imposteur pendant très longtemps, parce que je sais pas si l'intuition se travaille, mais moi, j'ai souvent vu des choses comme de la chance dans ma vie. Et en fait, aujourd'hui, en prenant du recul, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui se sont goupillées et qui étaient issues de mes choix. D'ailleurs, il y a toute une partie où j'explique comment faire des choix dans la vie et comment ma technique pour faire des choix. Et, on m'a beaucoup marginalisé sur mon intuition parce que l'intuition, elle est pas du tout, elle est pas objective, tu vois, elle est pas logique en fait. Et comme l'intuition est pas logique, souvent, moi, je faisais des choix un peu illogiques et souvent, on avait l'impression que je faisais n'importe quoi, en fait. Et après, on se rend compte qu'au contraire, Exactement.
avec le recul, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit: «Ah mais tu bien fait de faire ça» et cetera, alors que c'était les premiers à me dire, «Pourquoi tu quittes cet appartement? Pourquoi tu quittes ce travail, très bien payé? Pourquoi tu fais ces Oui, choix-là?» quand tu parles de l'intuition, tu racontes dans ton livre comment tu avais dans une boîte où tu étais bien payé, mais c'était pas humain et que tu as décidé de Ouais, partir. C'est l'intuition, mais c'est aussi au fond, en anglais, il dit gut feeling, que je trouve mieux mmh, qu'intuition, parce que c'est vraiment, c'est presque un sentiment, un sentiment intuitif, viscéral, qui te donne une indication ouais, profonde sur ce que tu dois faire. ouais. Et donc, on peut dire que quand tu es hypersensible et que tu écoutes ton hypersensible, tu as des informations indispensables pour faire des Mmh. choix. C'est ça un peu, non? Et tu vois, à cette époque, ça me paraissait logique. Tu prends cet exemple qui pour moi est le plus parlant. Je suis en Donc j'ai fait un master 2, communication marketing en alternance pour payer, mes études. Et donc ça, j'arrive dans une grosse boîte, je suis en première année et je dois faire les 2 ans pour valider mon master. Et au bout de 3 semaines, je me rends compte que c'est pas pour moi, que les grosses boîtes et cetera, je découvre plein de choses et j'y suis allé par feeling aussi en sachant que c'était le mauvais choix je voulais pas finir mes études sans savoir, ce qui me plaisait pas. Donc j'y suis allé en me disant: «Je pense que ça va pas me plaire, mais au moins je le saurai» et au bout de 4 mois, je me dis: «Bon, bah, là, je vais vraiment m'en aller». Mais alors que d'un point de vue purement, enfin, tu vois, si on réfléchit juste, ça payait mes études, ça validait mon diplôme parce qu'il fallait que mon diplôme et c'était l'année d'après. Mon logement était payé, j'avais des tickets resto, enfin, il y avait quand même un truc en tant qu'étudiant où j'étais quand même très, très bien et j'aurais pu me dire, bah, j'attends les 2 ans et après les 2 ans, j'ai validé mon diplôme et tant mieux, ce sera cool et je ferai un truc que j'aimerais après, quoi. Et ça, j'arrivais pas à le faire, tu vois? Et Du je me suis dit: «Tant sens. pis, quitte à me retrouver à la rue, parce que je pouvais plus payer mes études, plus avoir, mon logement et cetera, je ferai ça et c'est à l'instant T qu'il faut que je sois heureux». Et c'est ce qui a fait derrière d'ailleurs que je me suis retrouvé dans une boîte en social media et que tout s'est goupillé jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc c'était le bon choix, après coup, on en est sûr, quoi. Mais ça, c'est, ouais. Donc voilà, un grand avantage d'être hypersensible. Quatrième, savoir s'engager pour des causes qui ont du sens. Ouais, bah, d'où ce livre. Mais moi la question du sens, c'est un truc qui a été très compliqué pendant toute ma scolarité. Mes profs m'ont beaucoup détesté sur ce truc-là parce que je crois que je suis resté encore comme les enfants dans le pourquoi et j'ai besoin de comprendre Ça, et c'est en même clair. temps, c'est ce qui fait que j'ai une motivation et une force énorme dans tous mes projets, c'est que je sais pourquoi je les fais et j'ai jamais rien fait par automatisme ou dicté par le pourquoi de quelqu'un d'autre et C'est clair pour un hypersensible que ça a du sens, que ça a une vision, que ça prenne place dans un ensemble, qu'il sache pourquoi il fait les mmh choses. C'est fondamental, sinon il n'y arrive pas. et puis il y a la vraie question de on est quand même pas grand-chose, sur cette terre. À l'échelle de l'humanité, on va pas rester très longtemps et pour autant, on a tous le pouvoir de laisser une marque, de faire quelque chose qui a du sens. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce temps imparti? Et je crois que ça, c'est un peu les questionnements que j'ai eus, et qui m'ont joué des tours, et qui ont été très compliqués, quand j'étais gamin. Mais qui aujourd'hui, voilà, sont ceux-là de se dire, «Qu'est-ce que je fais de ma vie et pourquoi je suis là?» quoi. Et en quoi être hypersensible aide à respecter la diversité? Bah, je pense que c'est lié à l'empathie. C'est que, je crois que je peux assez bien comprendre des problématiques que moi je ne vis pas. Parce que, parce que je comprends qu'on est tous différents et parce qu'il y a aussi des similitudes dans les combats. On a tous des combats. C'est assez intéressant de se rendre compte qu'on nous divise beaucoup d'ailleurs et on se rend compte qu'en fait l'être humain il est fait exactement de la même manière, peu importe qui on est, notre genre, notre sexualité, notre nationalité, d'où on vient, notre âge et cetera. On a tous les mêmes besoins, on a tous les mêmes envies, on a tous les mêmes peurs du rejet, on a tous besoin d'être acceptés, on a tous besoin d'être épanouis dans sa vie, et cetera. Et en fait, à partir du moment où on se rend compte de ça, bah, il y a une espèce d'universalité qui se crée et après le reste, c'est du détail. C'est-à-dire que qu'on soit, juif, musulman, OK, c'est du détail. Heu, qu'on soit, enfin, peu importe le milieu d'où on vient, peu importe tout ça, moi j'ai des amis qui viennent de milieux très, très aisés et très, très modestes. Ils ont tellement de points en commun et c'est juste qu'après, c'est dans les détails de la vie, des détails matériels, mais finalement, on se rend compte qu'on recherche tous les mêmes choses. Donc en fait, si tu pars de ce postulat et que tu le comprends, bah, chaque personne que tu rencontres, tu peux te demander: «OK, où est-ce qu'il en est dans sa vie? Qu'est-ce qu'il recherche? De quoi il a profondément besoin?» Et derrière, en fait, tu peux comprendre à peu près tout le monde.
Après, tu peux accepter ou ne pas accepter. Tu peux avoir des affinités plus avec des gens et moins avec d'autres. Moi, il y a certaines valeurs qui me correspondent moins. Il y a des tempéraments de certaines personnes qui me correspondent moins dans la vie de tous les jours. Mais pour autant, je rejette pas ces gens-là et je peux comprendre. Je peux comprendre ce qu'ils vivent. Et je crois que ça, c'est la base juste sans pour autant cautionner, accepter ou l'accueillir dans sa vie. Je pense que si on commençait tous par comprendre les autres, les aspirations des autres, on se porterait déjà un tout petit peu mieux. Ce serait la première brique. Alors, le dernier super pouvoir, avoir envie d'aider. Ouais. Qui est lié en fait, hein. On se rend compte que tous les points qu'on a cités là, ils sont assez logiques. Mais moi, très tôt, j'ai voulu m'investir dans des assos, j'ai voulu me sentir utile en fait dans ce que je faisais. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, hein, mais je pourrais pas faire aujourd'hui un livre ou des vidéos qui sont du divertissement pur. Je comprends que la porte d'entrée doit être du divertissement. Et encore, si tu regardes, moi quand j'ai commencé à faire des vidéos il y a 3 ans où j'ai réuni des gens autour d'une table, 4 mecs autour d'une table pour discuter de masculinité, tout le monde m'a dit mais attends c'est trop bizarre, qui va regarder 3 plans avec des gens à discuter pendant 30 minutes, c'est impossible. Et au final, je me rends compte que c'était du contenu utile, donc c'est pour ça que les gens ont regardé. Et en fait, toute ma ligne éditoriale, elle reste ça, parce qu'à chaque vidéo, je me dis comment il y a au moins une chose où quelqu'un peut en retirer humainement quelque chose. Donc ça, c'est tout. Là, c'est sur l'hypersensibilité. L'autre aspect de ton livre, c'est d'essayer de déconstruire les normes sociales sur la masculinité. Mm. Comment, comment se met en place cette sorte de domination masculine et pourquoi ça fait du tort aux hommes? Bah, ça se met très très tôt en place. J'en parle, c'est dans vraiment la cour de récré. Alors il y a plein de choses évidemment. Le livre, en fait, j'ai commencé à lire des bons pavés. On en parlait avant que ça tourne, de se dire que l'objectif du bouquin, c'est qu'il intéresse des gens qui ne lisent pas du tout. Tout comme l'objectif de mes vidéos, c'est d'intéresser des gens qui n'écoutent pas de podcast, qui n'écoutent pas de vulgarisation, etc., mais qui peuvent s'intéresser à ces vidéos-là parce que c'est accessible. Donc le livre, c'est un peu ça aussi, c'est que j'ai commencé à lire des bouquins très denses et j'ai découvert plein de choses. Je me suis dit, mais attends, mais comment cette information ne peut pas être aussi accessible? Et donc l'idée, c'était de rendre ça beaucoup plus simple. Et donc la porte d'entrée tout le long du livre, c'est à travers mon vécu, parce qu'en lisant ces livres-là qui étaient très théoriques, je me suis dit: «Ah ouais, ça m'a fait écho», tu vois, à des trucs dans ma vie où je me suis dit: «Mais OK, c'était ça» et cetera. Et donc j'explique très tôt dans la cour de récré, donc tu vois mon retard de croissance. Il y a ce que j'appelle c'est marrant parce que c'est un truc, je pensais que c'était resté à la cour de récré, mais ce que j'appelais la jungle virile, où moi j'arrive dans une nouvelle école en CE1 et c'est là que je commence à comprendre que les garçons commencent à essayer de plaire aux filles, ils essaient de recréer des schémas qu'ils voient, à la maison. Donc il y a la violence morale, je commence à comprendre aussi la violence physique et donc évidemment moi, hypersensible, 3 têtes de moins que tout le monde, chétif, je suis la cible idéale et heu et donc je commence à comprendre ce truc-là. Évidemment, je le verbalise pas à ce moment-là, tu vois? C'est un truc de meute Oui, parce qu'au début, et on croit qu'on a un problème. exactement, On croit qu'on a complètement. un problème, qu'on est trop fragile, que c'est Mmh, parce qu'on est trop petit, et on ne voit pas qu'il y a une structuration dans la cour de récréation qui repose sur des principes qu'il faudrait mettre en question, au fond. complètement et ça, je l'ai compris que beaucoup plus tard et c'est un truc d'ailleurs qui ne disparaît pas à l'âge adulte, hein. D'ailleurs, j'en veux plus aux adultes Bah qui ne ouais, se posent pas la question qu'aux enfants qui reproduisent des schémas, quoi. à l'époque, pareil, c'est des choses qu'on arrive mieux à analyser. C'est comme Ouais, bien sûr. l'hypersensibilité, les nouvelles recherches en Ouais. neurosciences permettent de mieux comprendre le cerveau de l'hypersensible. On peut dire que la domination masculine, on la comprend mieux. euh, Qu'est-ce qui se passe dans la cour de récréation? Comment ça se met en place? Il y a en fait, il y a plusieurs étapes. Il y a déjà en primaire et collège, c'est plus du tout les mêmes étapes parce que, il y a un vrai truc de en fait, il y a il y a une vraie construction sociale qui se fait en primaire et collège, il y a un vrai truc de séduction qui se met en place par rapport aux filles et cetera et c'est un peu la même logique, mais ça se traduit pas de la même manière. Donc moi, typiquement, il y avait un vrai truc de meute, hein, c'est vraiment, des documentaires animaliers, quoi. Tu vois les loups qui se battent ensemble pour être le mâle alpha. Bah, moi, c'était ça, mais j'étais pas le mâle alpha. Tu commences à voir, à quel point c'est une espèce de grande mascarade
où le mâle alpha est un peu un gamin qui est très peu sûr de lui, en fait, au fond de lui, mais qui va essayer du coup d'asseoir tout ça par la peur. Et tu vois tous les autres gamins à qui ça correspond pas, mais par peur du rejet, vont suivre. Et donc ça te crée des effets collectifs, hein. Euh, et donc très tôt, tu vois ce début de virilité qui est mis en place, quoi. Et puis après, il y a toute la construction qu'un mec, ça doit être viril. Et viril, ça veut Bien dire sûr. ne pas avoir... Il y a ton schéma, à un moment... La pyramide là, de l'école, hein. ouais, ou ça, voilà. Je trouve que ce qu'on attend socialement d'un homme, contrôler ses émotions, courageux, protecteur, puissant, fort. Ce qu'on attend socialement d'une femme, ne contrôle pas ses émotions, naïve, aimante, douce, fragile. Ouais. Ben là, je trouve qu'on voit bien toute une construction qui ne correspond pas à grand-chose. Qui correspond à personne. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, il y a beaucoup de femmes qui lisent le livre, et il y a aussi beaucoup de gens qui me disent, est-ce qu'on est obligé d'être un homme pour lire le livre? Et en fait, la réponse est non, parce qu'en fait, on le voit avec ce schéma-là, mais tout le long du livre, la virilité, elle fait miroir à la féminité. C'est-à-dire que pendant que nous, on vit un truc d'apprendre à devenir des hommes virils, bah, en face, il y a les filles qui apprennent à devenir féminines et qui sont face à des trucs qui sont aussi invraisemblables que nous, quoi. Et Mais donc, en on gé- joue des oui. rôles. On joue tous des rôles. Et en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de la souffrance qu'il y a pour les femmes de cette domination masculine, qui les enferme, qui les empêche de se développer. On avait moins parlé, ton livre, Bien on avait sûr, moins parlé de comment c'est un poids aussi pour les hommes. Et au complètement. fond, ton livre montre qu'en réalité, les hommes sont, en étant forcés d'entrer dans un sorte de moule qui ne leur correspond pas. Parce que comme tu dis, même ceux qui ne sont pas hypersensibles et qui ne sont pas petits Bien sûr. souffrent aussi de devoir jouer ce rôle de virilité qui est hyper angoissant, qui, au lieu d'être ce que tu es, te force à essayer de correspondre à un certain modèle construit socialement. C'est aussi vraiment douloureux. En fait, la différence, c'est que moi, remettre en question la virilité, ça n'a pas été un choix pour moi. C'est pas une déconstruction à l'âge adulte où je me suis dit, ah tiens, si je remettais en cause les normes, j'avais pas le choix en fait de remettre en cause ces choses-là parce que je répondais à aucun critère de masculinité. Donc très tôt, en fait, il a fallu que je m'en sorte différemment qu'en devenant le mec mal alpha. J'aurais pu essayer de commencer à essayer de me battre ou commencer à faire de la muscu, etc. Enfin, tu vois, j'aurais pu faire plein de choses, taire mes émotions, etc. Mais en fait, j'aurais explosé beaucoup plus tard à l'âge adulte. Il y en a qui le font. Et moi, c'était pas du tout une option. Mais tu vois, ce livre, c'est vraiment la continuité de mon émission Entre mecs que j'ai commencé il y a 3 ans. Et en fait, c'est parti d'un constat où il y avait une vraie vague féministe de femmes qui expliquaient leur position dans la société, tout ce qui allait pas, etc. Et en fait, je me rendais compte que c'était pas un combat qui unissait tout le monde. Et je me posais la question de pourquoi. Je me disais pourquoi les hommes ne s'intéressent pas à la condition des femmes alors que 50-50, tu vois, on est quand même la moitié de la population, il faudrait quand même se poser la question, quoi. Et on vit tous, tu vois, on a tous une mère, on a des sœurs, des amis, etc. Mais ça paraissait très peu concret. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que l'être humain fonctionne, qu'on le veuille ou non, qu'on soit tous plus ou moins égocentriques, ça part de nous-mêmes, de manière, nous en tant qu'individus, de manière très égoïste finalement. Et je me suis dit, ok, mais est-ce que nous aussi en tant que mecs, on n'a pas perdu des choses dans cette histoire? Et en fait, si on parle, souvent on parle du patriarcat, il y a beaucoup de mecs qui sont en mode les fameux not all men, etc. Il y a toujours un truc où quand on dit le patriarcat, on a l'impression de se sentir attaqué en tant qu'homme, de dire vous les hommes, et on le prend pas comme un système. C'est en fait on devrait dire le système patriarcal. Et en fait, je me suis rendu compte que donc j'ai rien, tu vois, c'est des trucs que j'ai lus, hein, tu vois, j'ai rien deviné, j'ai rien, voilà. Mais je me suis rendu compte que dans le système patriarcal, il y a des injonctions qui sont faites aux femmes, que les femmes étaient en train de mettre en avant, étaient en train de dénoncer, mais aussi énormément d'injonctions qui sont faites aux hommes. Et il y a beaucoup d'hommes qui ne s'y retrouvent pas dedans. Et donc je me suis dit, bon, ok, on va commencer à montrer d'autres rôles modèles, montrer sur YouTube d'autres types de masculinité, des mecs qui ne s'y retrouvent pas forcément. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point ça a ouvert la parole et qu'il y a plein de mecs, parce que justement dans les injonctions, il y a aussi taire ses émotions et surtout ne pas trop en parler. Donc en fait, chacun est un peu seul dans sa tête et personne n'en parle. Et dès que tu commences à ouvrir la parole, tout le monde te dit, ah mais moi aussi j'ai vécu ça, je croyais que j'étais tout seul dans ce cas-là. Et en fait, on se rend compte que c'est comme ça qu'on arrive à faire bouger les choses. Donc après, le support du livre, c'était la continuité. Il y avait plein de choses que
je voyais pas comment le raconter vraiment en vidéo. Et je me suis dit, ok, le support est vachement intéressant. Ça me permettait aussi d'aller vers un autre public qui connaissait pas forcément mes vidéos et Et d'avoir quelque chose de plus personnel aussi. à quel moment t'as assumé ça? Je ne suis pas viril. Et comment c'est C'est une venu? bonne question. Ça a Je pense commencé, qu'il y a, ça tu a vois, commencé dans les vidéos. ouais. Co- co- Mais je pense que ça a commencé même avant, tu vois. C'est que avant, même sur Instagram, je mettais des photos de moi où je portais un crop top, où j'étais maquillé, où je portais du vernis. Et c'était même pas trop la question, tu vois. C'était pas dans l'esprit de déconstruire, de choquer. C'était vraiment un truc de bah moi ça me plaît. Et c'est dans les retours des gens que je me suis rendu compte à quel point c'était genre il y avait un vrai truc de très politique même, tu vois. Presque il y avait un vrai message politique. Donc je me suis rendu compte de ça. Et donc le cheminement après c'est fait là-dessus, tu vois, de dire bon comment au-delà de juste dans ma vie privée, j'ai une responsabilité publique parce que je devenais un personnage public. Et je me disais comment maintenant je peux essayer d'ouvrir la parole sans pour autant me dire je deviens un rôle modèle parce que c'est pas le but et j'ai toujours essayé de au contraire pas devenir même un gourou de dev personnel, tu vois, c'est d'être un messager et pas qu'il y ait un culte de la personnalité. Euh, et après, évidemment, je pense que le plus gros truc que j'ai fait, c'est lancer ces vidéos que j'ai fait de manière hyper naïve et où je me suis rendu compte à quel point ça a ouvert la parole et tu vois, ça a fait des millions de vues et à quel point ça a changé concrètement aussi. Parce que c'est ça le but. Moi, je fais pas des vidéos pour juste prêcher des convertis et Mais il y a eu qu'on un soit moment où tous tu là t'es dit, ensemble. je vais assumer. Enfin, je vais assumer la critique qu'on me fait, d'en faire quelque chose de positif, en disant je ne suis pas viril. C'est-à-dire, parce que tu racontes dans le livre, voilà, toutes les souffrances que tu as eues, enfant, tout ça, et adolescent. Et là, au fond, c'est le renversement. Ouais, ouais. Je pense qu'il n'y a pas eu un déclic. Alors, sur le titre en particulier, ça, évidemment, il est un peu provoque et il s'est un peu fait exprès, même la couverture rose, etc. Euh, mais je pense que c'est un travail que j'avais vraiment fait en personnel. Et après, par contre, les vidéos m'ont vraiment apporté. C'était une thérapie. Et ça l'est encore. Les vidéos aujourd'hui, les échanges qu'on a, etc., c'est des échanges qui sont vrais. Enfin, tu vois, il y a vraiment il y a 3 ou 4 vidéos où on pleure, on a les larmes aux yeux. Enfin, il y a des moments vraiment criants de vérité que je n'avais jamais vus moi-même sur YouTube. Et c'est dire à quel point on oublie les caméras et qu'il y a un truc lourd derrière toutes ces choses-là. Quand on parle de la peur, quand on parle de se sentir différent, des choses comme ça. Euh, et moi, ouais, c'est une vraie thérapie, mais c'est une thérapie pour tout le monde, en fait, ces vidéos, ce livre, ces messages. Et surtout, ce qui est important, et c'est ce que je dis dans la conclusion, c'est que moi, je fais ce travail-là. On est tous en capacité, qu'on ait une communauté, qu'on n'ait pas de communauté, peu importe qui on a tous la capacité de faire passer ce message, que ce soit auprès de nos 10 potes, en arrêtant de rire aux blagues sexistes de nos potes, par exemple, de nos potes mecs. Ça, c'est vraiment le point de départ. Ça paraît être un détail. Et en fait, moi, je me suis rendu compte en arrêtant de faire ça, à quel point ça change, mais tout. Jusqu'à faire des vidéos ou alors ouvrir, il y en a qui ouvrent des cercles de parole entre hommes dans leur quartier, etc. On est tous en capacité de le faire pour nos valeurs et défendre un peu ce qu'on veut, quoi. Parce que c'est contagieux, en fait, tout ça. Est-ce que les gens de ta génération sont plus sensibles à ces questions? Ouais, mais tu sais, je suis presque plus un jeune et les générations en dessous de moi sont encore plus ouvertes à tout ça. Mais moi, tu vois, moi, je suis d'une génération où on nous a jamais parlé du consentement quand j'étais à l'école. Jamais. Les seuls cours d'éducation sexuelle, c'était apprendre à mettre une capote sur une banane. Donc, tu vois, c'était. Ouais, et puis nous dire, ah, attention, le sida, voilà. Mais qui était presque, tu vois, de la génération d'avant. Donc je vois hein, en termes d'ouverture, de libération sexuelle, de libération d'identité de genre, le genre, moi j'ai découvert ça il y a très, très peu de temps, hein, la transidentité, etc. J'avais aucune idée de ce que c'était. Et ça, c'est vraiment la génération Z, la génération qui est vraiment derrière nous. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est de voir à quel point chaque génération s'aime pour la génération d'après. Parce que tu vas avoir cette génération plus jeune qui voit tes vidéos, donc tu Ouais, dois avoir des retours et tu dois carrément. sentir un peu. Moi, je suis hyper fier de. Alors après, je me méfie toujours parce que tu vois, on crée tous des bulles. Donc moi, je suis dans une bulle. Moi, si je regarde autour de moi, j'ai l'impression que personne n'est d'extrême droite, tu vois. Et après, je regarde au présidentiel, je me dis, bon, ok, ça veut dire qu'il y a quand même un monde avec des gens d'extrême droite. Donc, on est tous en capacité de se créer notre propre réalité, notre propre bulle avec qui on échange et tout. Donc, évidemment que je suis sur Internet, donc les commentaires négatifs, les gens qui sont pas d'accord avec moi, je les vois. Mais la grosse majorité des gens, tu vois, là j'ai fait une tournée de dédicaces partout en France. Les gens que je vois, c'est des gens qui sont évidemment, qui se sont retrouvés dans ce que je disais et tout. Il y a toujours
une infime partie de gens qui me disent: «Écoute, moi, j'étais pas d'accord avec ce que tu disais et j'ai regardé tes vidéos et à un moment, je me suis un peu fait avoir et je me suis rendu compte que de la carapace que j'avais, des préjugés que j'avais et comment je me retrouve dans une grosse partie de ce que tu dis aujourd'hui, quoi». Mais l'immense majorité, c'est surtout des mecs qui se disent: «Trop bien, on a enfin un endroit pour s'exprimer, on a enfin le droit d'être qui on est». Et en fait, le message du livre, c'est ça, il y a beaucoup de ce que j'appelle les mascus, tu vois, les virilistes qui défendent un peu le «c'était mieux avant» quand les hommes étaient des vrais hommes et puis tu remontes de génération en génération et tu te rends compte que chaque génération disait: «Ah lui, c'était mieux avant, les vrais hommes» et cetera. Tu te rends compte qu'en fait, c'est un mythe culturel, hein, qu'on a créé et pas du tout naturel, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire. Et j'avais une conclusion, j'ai zappé là-dessus, mais oui, non, c'est ça. Et en fait, le message, contrairement à ce que beaucoup de virilistes pensent que moi j'essaie de faire dire, regardez, un vrai homme, c'est ça, donc de détruire des dogmes pour mettre des autres dogmes. Moi, en fait, le seul message qui est dans mes vidéos, dans mon livre, c'est juste apprenez et assumez d'être qui vous êtes et acceptez aussi que les autres soient différents de vous. En fait, il est très simple et bateau comme message, et en fait, on se rend compte que à faire dans la vraie vie, c'est autre chose. Est-ce que tu sens de, de cette jeune génération qui suit ce que tu fais, des problématiques particulières qui les animent aujourd'hui? Si tu pouvais en citer 3, 4 de choses que tu sens. Bah ouais, alors en termes d'identité, on recrée les mêmes schémas, donc ils ont les mêmes problématiques, mais je trouve que ça s'insulte quand même beaucoup moins à la cour de récré. Il y a beaucoup plus de respect, tu vois. Euh, Moi, je suis assez halluciné de voir qu'au collège, on assume beaucoup plus d'être homosexuel, on assume beaucoup plus d'être non-binaire, tu vois, des choses qui existaient, mais qu'on taisait totalement jusqu'à voir à vie, mais au minimum l'âge adulte, quoi. Donc ça, c'est des trucs où je me dis, ouais, c'est hallucinant de voir l'acceptation qu'il peut y avoir à cet âge-là. C'est quand même une maturité assez folle. Et en termes d'identité, on va avoir les mêmes problématiques, mais après, il y a des trucs plus globaux où, en effet, nous, on parlait très peu d'écologie. Aujourd'hui, c'est un truc qui va être une vraie problématique et qui est une vraie problématique aujourd'hui pour les jeunes parce qu'ils baignent dedans. Chaque génération a un petit peu sa grande thématique. L'écologie, c'est une thématique qui fait partie d'eux. Et c'est intéressant parce que je trouve que c'est une thématique, contrairement aux thématiques qu'on peut avoir nous en termes d'identité, c'est une thématique collective. Donc ça va peut-être amener à moins de nombrilisme, même si j'aime pas trop ce terme, mais tu vois, à moins, à plus penser au collectif, à ce qu'on peut construire tous ensemble, que juste à essayer individuellement de créer son propre chemin en s'écartant un peu des autres, quoi. Écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait vraiment un joli parcours pour rencontrer ce que tu fais et j'espère que ça donnera envie à plein de gens de découvrir ton livre qui est très émouvant et très éclairant. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Si ça vous plaît, surtout abonnez-vous à ma chaîne. J'ai plein d'autres aventures à vivre avec vous et n'hésitez pas à m'écrire tous vos commentaires. C'est extrêmement précieux, ça m'aide beaucoup. À très vite, je vous embrasse tous.